Versa, c'est le plus grand Pixar de l'histoire. Vice Versa 2, c'est 1,6 milliard au box-office, plus de 150 millions de visionnages seulement 24 heures après sa sortie, et 4 nominations pour son succès mondial. Ce film, il raconte l'histoire d'une jeune adolescente qui croit enfin avoir compris comment se faire des amis, être sociable et populaire, mais c'est la mauvaise impasse qu'elle va choisir. Mais aussi, il critique bon nombre de sujets dans nos sociétés, comme la peur du regard des autres, l'estime de soi, ou encore l'hypocrisie. À l'occasion d'une annonce de la création d'une saga autour de Vice Versa, je compte vous remettre les idées au clair. Alors monte avec moi au dernier étage, dans le cerveau de Riley, et attache-toi, parce que ça va aller vite. Riley, c'est elle, une jeune fille habitant le Minnesota qui a 2 amies qui comptent beaucoup pour elle, Brie et Grace. Elle a une famille adorable qui répond à tous ses besoins et le plus important dans toute cette histoire, c'est sa passion, le hockey. Cela fait des années qu'elle y consacre toute sa vie et au tout début du film, on assiste à un de ses matchs. Cette scène nous montre qu'elle est particulièrement douée, si bien qu'à la fin de ce match, elle sera sélectionnée. Bref, au début de l'histoire, tout est parfait. Elle a des amis, une famille aimante, et elle excelle dans son sport. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui se passe là-haut, dans son cerveau. Voici les 5 émotions dont on va le plus parler dans cette vidéo. Joie, la leaduse du groupe, accompagnée de ses fidèles acolytes, colère, peur, tristesse et dégoût. En allant se coucher, après ce beau match, il y a une alarme qui va se déclencher. La puberté. Et c'est à ce moment même que l'histoire, elle va prendre tout son sens. Riley, elle arrive dans l'adolescence, et donc on s'attend à ce que maintenant, cette jeune fille, qui a une grande capacité à se remettre en question et à douter sur ses choix, va maintenant tout faire sur un coup de tête, et prendre des décisions douteuses, comme faire des vidéos sur Saul par exemple. Maintenant, Joie dit de ne plus toucher à la console, car en l'essayant, Oh, j'en ai marre, lâche-moi! Tu pourrais pas m'oublier au moins une seconde! Voilà. C'est ça le problème. Riley sent ses émotions comme si elles étaient amplifiées. Et le problème, c'est que jusqu'à maintenant, ses émotions, elles lui ont toujours été indispensables. Mais elle a un plan de secours, son estime de soi. Pour vous résumer ce que c'est, l'estime de soi, c'est le portrait de Riley. Toutes les croyances qu'elle a acquises jusqu'ici se rassemblent pour créer ce bel amas bleu. Et cet amas, il va lui permettre de prendre des décisions seule, sans l'aide de ses émotions, et tout ça à partir de 13 ans d'existence. Mais on verra par la suite que c'est ce qui va rendre l'histoire compliquée. Bref, pour bien accompagner son adolescence, 4 nouvelles émotions vont faire leur entrée. Anxiété, elle est fan de joie. Vous allez sûrement me demander pourquoi. Simplement parce que lorsqu'on est anxieux, on cherche du réconfort, de la joie donc. Et c'est bien pour ça qu'elle veut collaborer avec elle. Mais le vrai problème, c'est qu'elle est très têtue et qu'elle reste beaucoup sur ses idées. En vie, elle est toute petite. Que j'aimerais être aussi grande que vous. Tout cela pour nous montrer qu'à cet âge-là, l'envie, c'est ce qui nous manque dans les activités quotidiennes. Embarras, lui, il est énorme. Tout ça car quand on est gêné, on se sent comme une énorme boule. On est au milieu de la pièce, tout le monde nous regarde et on se cache dans son pull. Retenez-le bien lui, parce qu'il va être important. Et puis il y a ennui. Mais on s'en fout lui. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est elle. Anxiété. Elle est dans une énorme quête face à Joie. Elle veut prendre sa place et au tout début de l'histoire, elle fera preuve d'une prouesse qui ébahira les esprits les plus critiques. Waouh, j'aimerais pouvoir faire ça. Ah, merci, c'est normal, quand on peut rendre service, ça fait plaisir. Mais ça, c'était que la première étape de son plan. Maintenant, elle va les enfermer et les mettre en cage. Bon, je pense que t'as compris tout le début de l'histoire. Joie et ses coéquipiers vont devoir récupérer l'ancienne estime de soi de Riley avant qu'Anxiété en fabrique une. Ah oui, parce que je te l'ai pas dit, mais Anxiété a jeté l'estime de Riley. Et c'est sûrement ce qui gâchera sa vie. Maintenant, laisse-moi t'apporter une nouvelle vision de l'histoire en traitant le sujet de l'hypocrisie naissante de Riley dans Vice Versa 2. Tout d'abord, le moment qui va introduire le sujet, c'est celui-là. Brie, Grace et Riley sont dans la voiture pour aller au camp d'entraînement. Mais il y a un truc qui cloche. Brie et Grace n'ont pas encore annoncé à Riley qu'elles allaient changer de lycée et qu'elle allait se retrouver seule l'année prochaine. Et à ce moment-là, Brie, elle esquisse plus aucun sourire quand Riley parle de l'année prochaine. Mais c'est pas le pire. Au moment où elle lui annonce la nouvelle, toutes les émotions de Riley sont extrêmement tristes et s'opposent à cette décision, alors que Riley, elle se montre plutôt heureuse face à la situation. Alors que peut-être qu'en ayant parlé à Brie et Grace de ce mécontentement, elle aurait pu éviter de s'embrouiller avec elle dans le futur. Car oui, c'est ce qui va se passer. Mais donc, on comprend à partir de là que Riley, qui se contrôle seule, ne veut pas montrer ce qu'elle pense, mais plutôt ce que les gens veulent qu'elle pense. Si elle s'est montrée sereine face à la situation, c'est pour qu'elle n'en ait pas trop sur le cœur. Mais plus tard, elle va vite regretter ce choix, car c'est elle, maintenant, qui est peinée par la situation. Au fond d'elle, ça va créer une plaie invisible, inodore, qui, au fur et à mesure de l'histoire, va s'ouvrir
et se vider de son sang. Elle les détestera et elle sera à la quête indispensable de nouveaux amis. Elle ne peut pas intégrer l'équipe sans amis. Elle paraîtra minable, même si elle est forte. Et ça, c'est le plus grand problème du film, mais aussi un des grands fléaux de notre société. L'hypocrisie, c'est plus qu'une mode. C'est une norme. On n'avoue rien à personne, les médias nous mentent, nos amis et notre famille aussi. Tu es entouré de mauvaises personnes et tu ne te rends pas compte à cause de la normalité de ces faits-ci. Mais est-ce que j'ai réellement la solution à ce problème? Bien sûr que non. Bon, après un long monologue, revenons-en au film. On comprend vite que ce qui alimente cette hypocrisie naissante, c'est les nouvelles émotions du cerveau de Riley. Et je vais te le prouver simplement. À un moment, comme je te l'ai dit, anxiété, elle va jeter l'estime de Riley. Et donc, à partir de là, ça va être le chaos total. Toutes les émotions ne vont pas en croire leurs yeux, et on comprend quelque chose de fou. Quand elle le fait, Riley, elle change complètement de regard. Cela nous montre que pendant l'adolescence, on perd toutes les croyances que l'on a acquises jusqu'aujourd'hui, et on se persuade qu'on est quelqu'un d'autre. Et effectivement, on est changé. Mais dans la majorité des cas, cette nouvelle personnalité, elle est jamais bonne. Pour caricaturer tout ça, imagine un bébé dans un corps d'adulte. Un adulte irresponsable qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait, pleure au moindre choc, insulte à la moindre piqûre. En fait, un adolescent, c'est un enfant qui a besoin d'attention. Et peut-être même que tout le chemin qu'on a parcouru de notre naissance à nos 15 ans ne sert à rien. Je pense que je t'ai assez parlé de l'hypocrisie. Maintenant, je peux t'instaurer un nouveau sujet, la peur des autres dans Vice Versa 2. Et il y a une scène qui l'instaure très bien. Lorsque Riley a appris que ses amis allaient dans un autre lycée, on voit Tristesse qui veut prendre des commandes. Mais tout le monde l'arrête, car c'est la honte de pleurer devant ses amis. C'est ça qui pousse les gens à ne pas agir. On se pose toujours la question de ce qu'en pensent les autres. On veut pas gâcher une certaine image qu'on s'est donnée. Peut-être qu'on réfléchit trop et c'est ça qui nous déprime. Pourquoi réfléchir autant quand on peut simplement aller droit au but? Pourquoi n'a-t-elle pas pleuré sur le coup et leur a dit qu'en fait, ça la blessait? Le pire, c'est qu'au final, elle va pleurer, mais devant des inconnus. Comme quoi, elle aurait pas dû réfléchir. Mais y a pas que ce plan qui donne cette impression. À un moment, Anxiété, elle va dire... On doit être aussi bonne à chaque fois, on n'a pas le droit à l'erreur. Cette phrase, elle revient sur le fait que Riley a peur pour son image. Si jamais elle n'excellait pas, peut-être que les gens du camp se moqueraient d'elle, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce camp, il est vraiment important. Riley, elle a compris que si jamais elle était excellente, elle pourrait intégrer une équipe complètement folle, les Firehawks. Et dans cette équipe, il y a son idole, Val. Inconsciemment, elle va créer beaucoup de problèmes dans le cerveau à Riley. Et Riley, elle va se dire que si jamais elle n'intègre pas les Firehawks, elle se retrouvera seule, car elle n'a plus d'amis au lycée, ni dans son équipe. Et donc, toute la quête qu'elle va mener dans ce film, c'est juste pour se sentir moins seule l'année d'après. Ça, c'est une croyance qui a été créée par Anxiété, et cette croyance, elle nous fait comprendre qu'elle veut des amis, car elle paraîtra minable face aux autres. Quelqu'un de seul, c'est quelqu'un d'isolé, et c'est pas beau pour son image. On voit aussi que la voie des croyances n'est pas du tout la même depuis qu'elle a perdu son estime de soi. Maman et papa sont fiers de moi. Je ne suis pas à la hauteur. C'est une voix qui est beaucoup plus rock, beaucoup plus monotone. Et ça veut dire qu'une seule chose, Riley, elle est saoulée. Et tout ça à cause d'une seule personne, Anxiété. Et il y a une autre scène qui nous prouve encore une fois que Riley, elle est hypocrite et qu'elle a peur du regard des autres. À un moment, Val, elle va lui donner une barre chocolatée. Et Riley, elle déteste ça. Mais elle va tout de même la manger pour avoir une bonne image face à Val. Lui montrer qu'elles aiment les mêmes choses et qu'elles sont faites pour être amies. À partir de ce moment-là, Riley, elle va devenir vraiment, mais vraiment hypocrite. Et surtout, faire trop attention au regard de ses futurs amis. Tu vois? Ça commence par des actes stupides, elle est juste en train de mentir sur le goût d'un gâteau, et pourtant, c'est ça qui l'amènera à perdre ses amis, voire même sa famille. Bref, il y a une autre scène qui veut tout dire. Val et ses amis vont présenter à Riley un carnet, d'accord? Mais un carnet qui n'est pas ordinaire. Ce carnet, il contient toutes les pensées de la coach. Et donc, en l'ouvrant, on pourrait savoir si jamais elle compte prendre Riley dans l'équipe des Firehawks. Et lorsqu'elles vont lui présenter, elles vont lui faire vraiment peur, lui mettre la pression. Face à elle, Riley, elle va se montrer confiante. Et puis, dès qu'elles auront le dos tourné, elle va montrer son vrai visage. Elle a peur. Profondément. Elle se doute que c'est pas la favorite à cause de tout ce qui s'est passé. C'est encore une fois un moyen de montrer que Riley, elle vit pour les autres et qu'elle a peur de finir seule, donc elle se montre confiante face à tout le monde. Vous allez sûrement me dire que c'est pas si mal. Si elle ne se montre pas peureuse, elle aura la hargne et elle se fera recruter. Mais je crois que vous avez mal compris ce que je viens de dire. Si elle cache ses émotions, c'est parce qu'elle veut des amis. Et une fois qu'elle les aura trouvés, elle va vraiment se montrer. Le problème, c'est qu'en devenant amie avec Riley, ils ont pas signé pour ça. Riley était quelqu'un de différent entre le moment où ils l'ont rencontré et le moment où ils sont devenus amis. Et ça, c'est un des grands fléaux de notre société. On se donne tous une première fausse image et donc ça incite ceux qui l'aiment à devenir notre ami. Mais c'est pas comme ça qu'on crée des relations stables. Bien sûr, ça marche dans la
l'amitié mais aussi l'amour. Et le vrai problème, c'est qu'on laisse ceux qui nous conviennent vraiment et qu'on se met avec ceux qui aiment notre fausse personnalité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bref, il y a un endroit que je vous ai pas encore présenté, mais dont je dois vous parler. Le monde de l'imaginaire. Comme son nom l'indique, c'est l'endroit où Riley, elle est créative. Et bien sûr, dans ce monde, il y a des choses qui datent d'il y a très longtemps. Comme le Mont Polochon qui représente les batailles de coussins, ou encore les cabanes de couettes qu'on faisait étant petit. Et c'est ce qui nous montre que Riley, au fond d'elle, c'est encore un enfant. Et justement, cet endroit, il va nous intéresser. Lorsque Joie et ses acolytes vont rentrer dans le bâtiment, ils vont apercevoir ça. Faut qu'on aide Riley à se préparer. C'est le moment de penser à tout ce qui pourrait éventuellement tourner mal. En fait, Anxiété, c'est pas seulement la leaduse du groupe des émotions, c'est aussi la gourou d'une secte. Dans un petit coin caché, elle fait travailler des gens gratuitement pour imaginer les pires scénarios et que Riley stresse, sachant que le lendemain, elle avait un match de sélection. Et les ouvriers, eux, ils sont vraiment juste hypnotisés par Anxiété. On le voit car ils vont reprendre raison lorsque Joie va faire un speech et leur expliquer le plan malsain d'Anxiété. Et à ce moment-là, ils vont tous retourner leur veste. En fait, les ouvriers qui sont dans la tête de Riley, ils sont assez stupides, plutôt naïfs, et ça représente bien l'état actuel de Riley. D'ailleurs, à un moment, il y a un ouvrier qui va imaginer le scénario. L'équipe de Brie et Grace gagne et on a l'air d'une idiote. C'est un scénario qui prouve encore une fois qu'à cet âge-là, on pense trop au regard des autres sur notre personne. En réalité, les gens s'en foutent de nous. Ils font d'eux-mêmes, regardent seulement eux et ont peur aussi de ce que pensent les autres. Mais donc, vu que tout le monde pense à lui-même, personne ne regarde personne et donc aucune honte n'est réellement justifiable. Tout ça n'est qu'un effet psychologique. Et on voit aussi que Riley est plus impactée par paraître stupide devant ses amis plutôt que Val arrête de lui parler. Autre chose, toujours dans le Mont Polochon, avant la grande révolte de Joie, il y a un ouvrier qui va quitter son poste. On voit qu'il est fatigué, qu'il en a marre, comme quoi Anxiété, elle fait vivre des choses à ses ouvriers qu'ils ne veulent pas. Ce qui confirme que tout ça ne provient que des croyances d'Anxiété et qu'ils n'ont pas le choix d'être ici. De plus, cette scène elle critique les différentes conditions de travail et les inégalités dans les emplois, comme dans les pays les plus pauvres où parfois même les enfants sont exploités, ou encore la dure vie d'ouvrier en France, ou dans les autres pays plus développés. Dans Vice Versa 2, Tristesse, c'est un peu considéré comme la deuxième héroïne, ce qui nous montre qu'à partir d'un certain âge, nos émotions, on les voit différemment. Et justement, dans la vraie vie, c'est souvent une émotion qui est lourdement critiquée. La preuve, dans le premier opus, Tristesse c'est la bête noire des émotions. Elle se met de côté, elle n'arrange personne, et puis c'est seulement à la fin du film qu'elle sera une émotion aimée. Tout ça, c'est pour nous prouver que la tristesse, c'est un sentiment qu'on n'apprécie pas, et pourtant, c'est parfois une émotion qui nous amène plus haut. Contrairement à la colère, qui a très peu d'avantages. Même si au début de l'histoire, c'est grâce à lui qu'on a gagné le match. Bref, pleurer c'est pas mauvais, être triste non plus, tant que c'est modéré. C'est plutôt notre société qui nous en a fait déduire que la tristesse, c'est mauvais. Surtout face aux autres. On a honte d'être triste plus qu'autre chose, et on fait tout pour cacher notre tristesse, bien qu'elle ne soit pas désavantageuse. Vice Versa, c'est aussi un film qui reflète très bien l'être humain et notre société. Et c'est ce dont je vais te parler. Tout d'abord, Anxiété, elle a une manie de tout planifier à l'avance. Mais vraiment tout. Elle a un énorme plan pour monter les échelons, et ça de plus en plus vite. Le problème, c'est que souvent, ce qu'elle planifie, ça ne se passe pas. En plus, son plan s'avérera foireux, et tout ça, ça pourra coûter beaucoup à Riley. Et bien, dans la vie de tous les jours, notre anxiété, elle fait exactement la même chose. Lorsqu'on a peur, on crée des faux scénarios dans notre tête qui ont de fortes chances de nous amener à notre perte. Et c'est cette mentalité négative qui amène la majorité des personnes sur cette terre à un abrutissement fort en consommant trop de divertissement et en ayant peur de se lancer. Quand on y réfléchit bien, c'est pas si dur d'aller voir son crush, de lancer une entreprise, surtout à notre époque. Et tout ça, ça porte un nom, l'overthinking. C'est un phénomène qui incite les gens à avoir des projections négatives, alors que la chance que tout ça arrive est très limitée. Et pourtant, on continue à faire le choix du non-choix. On préfère rester dans notre lit. Depuis peu, tout le monde se diagnostique lui-même et personne ne sait réellement y remédier. Mais le seul moyen viable de résoudre ce problème, c'est notre propre cerveau. Car c'est lui qui commande notre vie, nos choix, nos relations, notre corps, bref. Tout. Nous, êtres humains, on a une capacité hors norme à rester branchés sur nos idées et ne pas changer de la vie générale. Alors, au lieu de rester dans ton lit à chercher une solution, tente des choses. Essaye, et même si tu échoues, ce sera une belle leçon de vie. Le perdant, c'est pas celui qui fait plein d'échecs, mais c'est celui qui abandonne. Si tu veux, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, alors n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos dans ce genre. Bon, vous vous rappelez de ce carnet? On va en reparler dès maintenant. Envie et anxiété sont en train d'imaginer les pires notes possibles que la coach aurait pu prendre. Tout cela va nous créer une curiosité morbide chez Riley qui risque d'y passer un coup d'œil cette nuit. De par ces scènes, on remarque quelque chose, l'être humain y voit uniquement le négatif. Riley, au lieu de se dire qu'elle a une grande chance d'arriver ici, de par tout son travail, elle se dit qu'elle va pas être choisie, qu'elle n'aura pas d'amis et qu'elle paraîtra nulle. Et bien, dans la vraie vie, c'est la même chose. L'exemple le plus con, c'est dans les relations. On n'est jamais satisfait des gens, on se plaint tout le temps, et c'est seulement quand on les perd qu'on veut
veulent y revoir. Alors la prochaine fois, avant de quitter ton mec ou ta meuf, avant d'arrêter de parler à ton pote, réfléchis bien, pèse le pour et le contre afin de prendre une décision nuancée. Bref, juste après que Val et ses amis aient présenté le carnet à Riley, ils vont sortir en ville. Et Riley, elle va essayer de s'intégrer. Mais malheureusement, elle va pas super bien réussir. En vie, elle va dire Faut tâcher de rester naturelle. et pourtant, elle va faire tout l'inverse. Et on voit à ce moment que Riley, elle vit pour elle-même. Elle ne cherche pas à s'intéresser aux autres, mais seulement à ce qu'on la trouve parfaite. Et ça, c'est encore un des grands soucis de notre mode de vie. Tout ce qu'on dit et ce qu'on fait n'est qu'égoïsme et égocentrisme. L'exemple parfait, c'est les réseaux. On fait des stories pour montrer notre belle vie. On veut montrer que nous, on a de l'argent, de la fame et des amis, et que les autres, eux, n'ont pas autant de chance que nous. Alors qu'en réalité, tout le monde est dans le même cas. Même moi, en faisant cette vidéo, je veux te montrer ce que tu n'as possiblement pas vu dans Vice Versa 2, car tu n'es pas assez observateur. Comme si j'avais raison, que moi seul voyais les choses, et que toi, tu étais bête. Pour régner la paix dans le monde, il faut d'abord comprendre son prochain, et l'aider dans les différentes épreuves de sa vie. Pourquoi le harcèlement fait fureur, et les moqueries sont de plus en plus faciles? Parce qu'on veut nourrir notre ego, et prouver que nous, on n'est pas ainsi. Alors que tout ce qu'on fait, c'est se ridiculiser. Autre chose, c'est la première fois en 15 ans dans la vie de Riley que Joie s'énerve et pleure. Et on peut le voir grâce à cette scène. Colère, dégoût et peur sont en train de faire un gros pressing sur Joie. Ils lui disent que même s'il n'aime pas anxiété, elle aurait trouvé un moyen d'aller chercher son ancienne estime de soi. Que Joie, en fait, c'est une émotion qui est perdue, qui est trop ancienne pour s'occuper de Riley. Et donc, Joie, face à ça, elle va tomber en larmes. Et c'est d'ailleurs à ce moment même qu'ils vont tous reprendre espoir. Et donc, de par cette scène, on comprend que ces émotions prédominantes ont changé et que même l'émotion avec le plus de sang-froid de toute la saga commence à dérailler. On voit à quel point la puberté c'est dangereux, on n'est plus les mêmes personnes, on n'a plus les mêmes envies et plus les mêmes émotions. Joie qui s'énerve et qui pleure, c'est complètement inimaginable, c'est vraiment qu'elle commence à perdre foi en elle-même. Et c'est pas tout. Au moment où ils sont en train de faire la révolte contre la secte d'anxiété, Colère, il va se montrer pacifiste et gentil. Ça confirme encore une fois la théorie qu'à cause de la puberté, nos émotions sont complètement déréglées. Joie qui pleure, colère qui s'excite et tristesse heureuse. On voit aussi que le monde de l'imagination, il a bien changé. Au lieu d'avoir des inventions enfantines, on a plutôt des journaux où on y présente des rumeurs. Tout ça pour nous montrer que Riley, elle est intéressée par les potins et qu'elle adore créer des histoires avec les personnes qu'elle n'aime pas. De plus, on voit que celui-ci a changé en très peu de temps, car l'estime de soi est le facteur le plus important dans la tête de Riley. Mais donc, c'est un beau portrait de notre réalité. De par les réseaux sociaux, on cherche toujours à créer du drama, du bad buzz. Regardez le nombre de vidéos que les youtubeurs critiques font sur différents sujets et vous allez être choqués. Mais c'est aussi valable dans la vraie vie. Les gens ont un plaisir malin à créer des histoires et inventer des rumeurs. Ils veulent mettre les projecteurs sur eux pour se sentir enviés et nourrir leur petit ego minable. Je pense que je t'ai assez parlé de tout ça. Maintenant, j'aimerais te présenter les plans qui m'ont fait tiquer dans Vice Versa 2. Tout d'abord, au tout début de l'histoire, lors du match de Riley, Colère, il va prendre les rênes et s'énerver. On doit sûrement se dire que ça va mal se passer, qu'elle va bousculer des gens et finir exclue du match. Et pourtant, c'est ce qui a emmené son équipe à la victoire. Même si elle a été blâmée en faisant une faute, c'est elle qui a marqué un but et fait une passe décisive dans ce match. Et c'est ce qui leur a permis de gagner. Mais donc, on voit à ce moment-là que même les émotions considérées comme mauvaises peuvent être bénéfiques. Tout dépend de comment l'émotion est utilisée. Mais il n'y a pas que ce plan qui est fou. Encore une fois, au tout début de l'histoire, on a un plan pour nous montrer la vie de Riley. C'est une vie formidable, une vie parfaite. Au moment où on voit les souvenirs du jour de Riley, ils sont dans la quasi-totalité jaune. C'est donc ce qui représente la joie. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, ce jaune il va devenir orange et laisser place à l'anxiété naissante de Riley. Bon, celui-là, c'est un petit kiff. Je sais pas si tu savais, mais dans tous les Pixar, on a toujours des scènes avec des allusions un peu coquines. Par exemple, dans Toy Story 2, quand Buzz, en voyant Jessie, a les ailes qui... Voilà. Et bah Vice Versa 2 n'en fera pas l'exception. Quand Riley, ses amis et ses parents se rendent au camp d'entraînement, le père de Riley, il va poser cette question. Qu'est-ce que tu as envie de faire pendant ce week-end à deux? Je sais pas, on pourrait filmer. Et on voit qu'il n'a pas eu la réponse attendue. Il sera donc bien déçu pendant ce séjour. Bref, lorsqu'Anxiété arrive pour la première fois dans le film, on a ce plan pour nous montrer l'opposition claire entre les nouvelles émotions et les anciennes. Anxiété, c'est vraiment l'antagoniste de l'histoire. Et c'est pour ça qu'elle est introduite en première. Même si au début, elle fera preuve de puissance et de rigueur dans son travail, c'est elle qui va tout gâcher. Petit aparté. On voit vraiment que tout au long du film, dans le quartier cérébral, c'est de plus en plus du n'importe quoi. Il y a des déchets, des meubles retournés, bref, les travaux sont vraiment pas terminés. Comme quoi, l'adolescence c'est vraiment en train de gâcher la vie de Riley. Le plan qui nous montre que Riley, elle va lâcher ses amis, c'est celui-là. Au camp d'entraînement, lorsque les premières équipes sont formées, on a Brie et Grace qui vont lui dire Allez les filles, on sera dans la même équipe une dernière fois. Et Riley, face à ce qu'elles viennent de dire, elle va faire cette tête. Elle nous montre encore une fois que Riley ne dit pas ce qu'elle pense, mais plutôt ce que les gens veulent qu'elle dise. Tout ça pour au final aller
aller dans l'équipe de Val. Et puis juste après, lorsqu'Anxiété va enlever l'estime de Riley, le sourire qu'elle portait jusqu'à présent, il va complètement s'estomper. Et ça veut tout, mais tout dire. On sait que juste après ça, Riley elle va laisser tomber tous ses amis pour sa réussite, et ce plan, il peut être interprété comme une critique des gens qui ont du succès. Les personnes les plus riches, ou encore les plus fortes, c'est des personnes qui sont souvent capables de laisser leurs amis tout risquer, voire même tout perdre, et tout ça juste pour avoir une meilleure valeur économique ou une valeur sociale. Leurs amis n'ont pas pris le train qu'ils ont emprunté, même si parfois ils prennent le prochain, et donc vu qu'ils n'ont plus la même valeur sociale, ils vont se délier. D'ailleurs, quand Anxiété elle a jeté toutes les émotions et qu'elle a posé sa première boule dans la mémoire à long terme, on a ce petit fil orange qui paraît beaucoup plus électrisant. Et ça, c'est pour nous montrer que Anxiété, elle va créer une nouvelle Riley, et ça, beaucoup plus vite que Joie. Elle y a passé plus de 13 ans, alors que Anxiété, en quelques jours, elle a presque réussi à créer sa nouvelle personnalité. Et en plus de ça, à la fin du film, elle aura quand même le temps de naître. On a aussi un plan qui veut nous faire comprendre que les croyances de Riley, elles sont en train de mourir à petit feu. Ce plan, il nous montre son estime en train de s'autodétruire quand Anxiété pose des boules. Et je pense que c'est le moment d'introduire un duo qui durera tout le long du film, le duo Tristesse-Embarras. Déjà, quand Embarras va être présenté au quartier cérébral, la première personne qui va s'intéresser à lui, c'est Tristesse. Elle qui est censée se mettre dans son coin, cette fois, elle va être accueillante et souriante. Tout ça pour nous faire comprendre qu'au fil de l'histoire, c'est ce duo qui va triompher. Mais c'est pas la seule scène qui nous montre ça. Embarras, il ne fait pas partie du crew Anxiété. À vrai dire, on comprend au final que les deux vraies émotions qui s'occupent de Riley, c'est envie et anxiété. Et ça, on le comprend le jour avant les sélections. Embarras va regarder une boule où on y voit Riley en train de se moquer de ses amis. Et ce regard empathique envers Riley, il signifie une seule chose. Embarras n'aime pas ce que fait Anxiété. Et là, on comprend au final que dans les films Pixar, c'est souvent les personnages les moins attendus qui deviennent les héros de l'histoire. La preuve, Tristesse et Embarras font un duo alors que c'est les deux émotions qui restent le plus dans leur coin. Après tout, on a aussi la scène où il la cache pour pas qu'elle se fasse trouver, ou encore le moment où il envoie des projections positives à Riley pour l'aider à dormir. Bref, trop de choses pour une seule vidéo. Bon, à la fin de l'histoire, Riley elle va être prise chez les Firehawks. Toutes ses émotions vont se réconcilier, Embarras va parler et son estime de soi sera replacée au bon endroit. Maintenant, toutes les émotions sont bonnes pour Riley. Le quartier cérébral est emménagé et tout va pour le mieux. Du moins pour l'instant. En fait, Riley elle a une compétence que nous on n'a pas. Elle sait se remettre en question. À chaque fois qu'elle a fait une faute, elle a su redorer ses bottes. Quand elle se trouvait dans sa cage, enfermée à cause de sa faute, elle a tout remis en question. Elle a repensé à ses amis, qu'elle a laissé tomber, son but initial en venant ici. Et si elle devait tout arrêter maintenant, elle aurait perdu ses amis et aurait eu peu de chance d'être prise chez les Firehawks. Mais maintenant, elle a réussi à gagner son match et à rejoindre l'équipe de ses rêves. Ce film, il sensibilise sur beaucoup de choses. Nous, êtres humains, on se met trop dans notre coin, comme la majorité des gens sur Terre. On a tous des vies difficiles, des défis à relever, du moins à une certaine échelle. On traverse tous des épreuves différentes, des impossibles comme des soutenables, et on a tous ces réflexions le soir, avant de dormir, à vouloir changer nos vies, partir loin, recommencer, comme si jamais rien n'avait existé. Je sais que t'y penses. Que les seules personnes qui réussissent, c'est les personnes qui appliquent ce qu'ils disent, qui arrêtent de suivre l'avis et l'intérêt général, qui arrêtent de changer de face, qui arrêtent d'être ce qu'ils ne sont pas. Pour réussir dans la vie, il faut être authentique. Riley, elle, à la fin de l'histoire, elle applique ce qu'elle a énoncé, les promesses qu'elle a arborées, et elle est elle-même, rien de plus qu'elle-même. Alors oui, ils seront amis pour la vie. Oui, c'est une gagnante. Oui, elle est gentille. Et toi aussi, si jamais ce cercle vicieux te stoppe, arrête de suivre les gens et d'avoir peur d'eux. La vie ne commence pas quand on est, elle commence quand on comprend ce qu'implique le terme vivre. Merci à tous. C'était Tash. Ciao.